c'est qui lui, ce petit Africain, machin. Et ça, j'en ai tellement eu à un moment donné. Ma femme m'a dit quitte la politique. Wow. Quitte la politique parce que j'en peux plus. Et si vous les avez pas, cherchez-les, trouvez-les. Parce que tout seul, ils vont vous bouffer très rapidement. C'est clair. Ils vont vous fumer. Comme... Dès que j'ai été... La semaine même où je devais faire mon entrée à l'Assemblée, elle avait réuni des gens chez elle pour dire Patrice est une erreur de casting. Pardon? Ouais. Mais généralement, c'est Patrice, c'est trop tôt. Patrice, c'est un peu finalement du racisme latent. Finalement. Et latent, voilà. Oui. Mais finalement, en fait, c'est jamais le bon moment pour moi. Et ça, c'était dû à votre couleur de peau. Oui. Bonjour à tous et bienvenue dans Au cœur des convictions. Comme vous le savez, c'est un podcast qui a pour but d'humaniser ce qui a été déshumanisé. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir un ancien député En Marche sous Macron, Monsieur Patrice Anato. Bonjour Monsieur Anato. Bonjour. C'est un honneur de vous recevoir aujourd'hui dans mon podcast. C'est un plaisir pour moi également. Est-ce que vous êtes prêt à nous partager votre vécu? Je suis prêt. Votre parcours? Oui, je Très suis bien. prêt. Alors, tout d'abord, j'aimerais qu'on puisse revenir un peu sur vos débuts en politique, sur comment ça s'est passé, votre jeunesse, car dans une conférence, vous nous avez confié que quand vous étiez enfant, vous avez dit à vos parents que vous vouliez faire de la politique au Togo, ils vous ont directement muselé. Ah non, non, surtout pas. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur vos premiers pas, en fait, dans la politique, vos envies? Très bien. Alors, donc, Patrice Anato, je suis né au Togo. Je suis né à Lomé, où j'ai vécu avec mes parents jusqu'à ma majorité. Et donc, je suis arrivé en France pour mes études universitaires. À quel âge? À 19 ans. 19 ans. Il faut dire qu'effectivement, comme tu l'as dit, j'ai commencé très tôt à m'intéresser à la politique. Je dirais déjà à 15 ans, je commençais à poser pas mal de questions, à regarder le journal télévisé sur les faits politiques. Mais effectivement, mes parents m'en ont très vite dissuadé parce que je crois, en tout cas, j'ai l'impression que mon père avait pressenti cette affinité que j'ai ou cette appétence que j'avais pour les sujets politiques. Et donc, obéissant, donc j'ai continué ma vie tout en étant quand même assez nourri politiquement par les lectures que m'offrait mon père. D'accord. Il revenait parfois de certains déplacements à l'étranger, notamment en France. À l'époque, nous avions les magnétoscopes avec les cassettes vidéo VHS. Oui. Et donc, il ramenait des vidéocassettes d'enregistrement de débats politiques, et ainsi de suite. Et moi, j'étais passionné de tout ça. Alors, attendez, il ne voulait pas que vous en faisiez, mais d'un côté, il nourrissait quand même cette envie en vous. Voilà. Bon. Donc, c'était un peu paradoxal. Et du coup, j'ai gardé en moi, je dirais, cette envie de politique que j'ai plutôt manifestée ou que j'ai plutôt traduit dans l'associatif. Puisque de l'âge de 15 ans jusqu'à ce que je quitte mes parents, j'étais membre d'associations, notamment une association d'église qu'on appelait la jeunesse chrétienne, c'est la JEC, Jeunesse étudiante chrétienne. Okay. Et donc, c'est une association qui avait pour objectif de contribuer à l'émancipation des jeunes à travers la culture, la religion, la politique, mais pas vraiment, mais plutôt d'autres sujets qui peuvent animer la vie d'un jeune chrétien. Wow. Donc du coup, en fait, ce déclic, il s'est fait progressivement, finalement. Oui, c'est un déclic qui s'est fait progressivement, mais qui a trouvé vraiment son épanouissement une fois en France. D'accord. Pourquoi? Mais parce que enfin, j'avais plus mes parents qui me surveillaient. Enfin, j'avais plus mes parents qui me surveillaient. J'arrive d'abord à Poitiers,
dans l'ouest de la France, une ville universitaire très connue, pour faire mes études de droit. Et là, je commence à avoir des mouvements étudiants de droite, de gauche, du centre, de l'extrême droite. Je ne comprenais rien à tout ça. Je me disais, mais c'est quoi la gauche, c'est quoi la droite? Et donc, je me suis intéressé, alors que c'était ma première année, je devais me concentrer d'abord sur Sur mes le droit. études. Ce que j'ai fait, j'ai réussi ma première année, je suis passé en deuxième année et à partir de la deuxième année, j'ai commencé vraiment à approcher ces mouvements et très vite, je me suis plutôt orienté vers un mouvement jeune qui s'appelle le mouvement des jeunes socialistes, le MJS. Et donc, j'avais aussi des amis qui étaient au MJS et qui m'encourageaient à venir avec eux à leurs rencontres, à échanger avec d'autres jeunes. Et puis, je vois des jeunes de 18, 19, 20 ans qui parlent de politique, qui parlent des sujets qui concernent les jeunes, qui concernent les étudiants et qui concernent même la France tout entière. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Vous dites, OK, en France, les jeunes parlent de la politique de manière libre? Ben oui, et je me suis dit, mais au Togo, c'est même pas en Possible. rêve. Même pas en rêve, tes parents, ils vont t'enfermer dans ta chambre. Et là, ben, ils sont libres, ils ont même des tribunes. Ils ont Oui. des tribunes et je me suis dit, mais tiens donc, voilà, je suis dans, dans les meilleures conditions pour laisser exploser ce que j'avais en moi. Waouh. Et c'est comme ça que j'ai commencé, je dirais, mon école politique à partir des bancs de la faculté de droit de Poitiers. C'est très passionnant, mais justement, vous parlez de jeunes socialistes, mais quand vous êtes engagé avec le parti En Marche de Macron. Alors, comment est-ce que se fait cette transition et pourquoi surtout? Alors, c'est tout un parcours. Il faut dire que j'étais au MJS. Ensuite, au MJS, il faut savoir qu'il y avait plusieurs courants de... En tout cas, au MJS, chez les socialistes, il y avait plusieurs courants de pensée incarnés par des personnalités. On avait Martine Aubry, qui était socialiste pur jus. On avait Dominique Strauss-Kahn, qui était, on va dire, sociodémocrate. Lionel Jospin, ainsi de suite. Mhm. Et donc, très vite, j'ai trouvé plutôt une voie sociodémocrate ou sociolibérale, comme certains disent, à travers cette grande famille socialiste. Et puis au MGS, bon, nous étions nombreux, il y en avait qui étaient je dirais, des purs jus Martine Aubry, d'autres Strauss-Kahn, ainsi de suite. Moi, je me situais un peu vers Strauss-Kahn, on va dire, parce que c'est plutôt le social-libéral ou le social-démocrate. Pourquoi ensuite En Marche? Il faut dire que En Marche, c'était au départ un parti qui transcendait les clivages. Mhm. On n'est ni de gauche, on n'est ni de droite, ou alors on peut dire et de gauche et de droite. C'est vrai. Et En Marche, pour moi, c'était la synthèse de toutes mes aspirations. J'ai toujours voulu une France qui encourage l'entrepreneuriat, qui encourage la production de la richesse, qui encourage le développement économique et le capital, tout en recherchant une France équilibrée qui vienne en aide aux plus vulnérables, qui leur donne des filets de sécurité pour rebondir en cas d'échec, et une France qui produit de la richesse et qui la redistribue mieux. Donc c'était difficile à l'époque, qu'on est de droite ou de gauche, de trouver cette synthèse. Mhm. Et Emmanuel Macron, lorsqu'il a, en 2016, créé le mouvement En Marche, son discours, c'était « Nous allons faire la politique autrement. Nous allons transcender les clivages, ni de gauche ni de droite. » Et d'ailleurs, je me rappelle qu'il prenait des exemples qui m'avaient vraiment parlé. Il disait le handicap, c'est de gauche ou c'est de droite. Le handicap n'a pas de positionnement Exactement. politique. Et donc, nous allons créer un mouvement qui va prendre des décisions pragmatiques.
non empreint d'idéologie catégorisée. Et donc, pour moi, c'était la bonne synthèse de mes aspirations. Et c'est pour ça que j'ai suivi le mouvement En Marche. C'est vrai qu'en évoluant, elle a glissé un peu plus à droite. Merci de le reconnaître. Mais du coup, quand vous dites, OK, je me présente aux législatives, vous êtes un jeune africain, mais est-ce que vous avez certains complexes? Est-ce que vous vous dites, mince, est-ce que je peux? Est-ce que vous êtes accompagné, soutenu? Vous avez des frères et sœurs? Oui. Est-ce qu'on vous dit, non, mais c'est peut-être trop gros? Est-ce que justement, il y a ce plafond de verre que vous dites, est-ce que je peux? Mm. Mais je suis l'aîné d'une famille de 4 enfants. Et vous savez, généralement en Afrique, quand vous êtes l'aîné, vous avez le devoir d'être L'exemple? un exemple et parfois un modèle. Mais je n'ai jamais eu ce poids sur mes OK. épaules. Je n'ai jamais eu ce poids sur mes épaules. Mes parents nous ont vraiment éduqués dans le sens où chacun prend la voie qui lui sied du moment où il le fait de façon responsable. Mhm. Et c'est comme ça que nous avons tous grandi. Et donc, je n'ai pas vraiment eu de complexe. Si je dis que je n'avais pas de complexe du tout, je mentirais. Mais alors lesquels? Quel Alors, complexe vous avez eu? d'abord, le tout premier complexe, c'est je n'ai jamais été candidat à une élection. C'est la toute première fois, est-ce que je peux réussir? Et pourtant, j'ai animé des campagnes pour d'autres personnes. Je me rappelle, alors ça fait loin, ça me vieillit du coup, j'avais fait la campagne, quand j'étais encore étudiant à Poitiers, de Lionel Jospin. D'accord. J'avais participé avec les jeunes du mouvement, les jeunes socialistes, à faire la campagne de Lionel Jospin, qui s'est retrouvé éliminé dès le premier tour. Et on a eu un deuxième tour, Jean-Marie Le Pen face à Jacques Chirac. Et c'était ma première manifestation dans les rues avec des slogans non à l'extrême droite, non au Front National. Et parce que j'ai senti effectivement à ce moment-là qu'il y avait une valeur fondamentale de la France qui était menacée, celle de la cohésion, de l'unité de la nation et de, je dirais, de l'acceptation de tout le monde. Parce que ce parti, à l'époque, et encore aujourd'hui, c'est juste un peu plus nuancé, était vraiment un parti qui était très radical, racial, je dirais même. Mhm. Et donc, arriver maintenant à être soi-même candidat, c'est quelque chose de pas simple à appréhender. Mais comment ça s'est passé? Il faut dire que d'abord, lorsque Emmanuel Macron a lancé son mouvement En Marche, j'ai attendu quelques mois avant d'adhérer pour voir où est-ce qu'il voulait vraiment aller. Donc, j'ai adhéré à ce mouvement et j'ai commencé à travailler localement à Noisy-le-Grand, ma ville de résidence, à mettre en place un comité local du mouvement En Marche. Ça a commencé difficilement, nous étions 2, 3, et puis progressivement, en quelques semaines, 2 mois, on a réussi à faire un comité de plus de 100 personnes, c'est passé à 300. J'ai été sollicité ensuite par les responsables du mouvement pour émailler le reste des villes de cette circonscription, qui sont les villes de Neuilly-sur-Marne, Gournay-sur-Marne et Neuilly-Plaisance. Et donc, nous avons travaillé à créer des cellules, hein, ce que nous appelions des comités. Et donc, fort de cette expérience déjà, je voyais que j'avais cette capacité de réunir, de rassembler, d'insuffler quelque chose à travers mes prises de parole. Et donc, ça m'a un peu engaillardi. Et puis, je me suis aussi engagé comme bénévole pour soutenir la préparation de la campagne du projet d'Emmanuel Macron. Et c'est lui, d'ailleurs, qui, à un moment donné, nous étions quelques bénévoles dans un bureau où on travaillait, et c'est lui qui nous a dit, bon, bientôt, on va aller aux élections présidentielles, si je suis élu, et je pense que je le serai. Il a une conviction, mais ferme et inébranlable. Il a dit, ça va être inédit, mais je pense qu'on va réussir. Et ce sera
un pari inédit. Et donc, j'aimerais que ceux parmi vous qui m'ont suivi depuis le début, qui veulent m'aider à mettre en place mon projet, puissent s'inscrire. Là, c'est Macron qui vous parle. Voilà, pour être candidat aux élections législatives qui suivront. Et donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à y réfléchir sérieusement, en me disant, bon, voilà, j'ai toujours milité, j'ai donné de mon temps pour répondre au téléphone à des questions, à rédiger parfois des parties de ce que nous avons fait remonter du terrain qui a constitué ensuite le projet d'Emmanuel Macron. Et pourquoi pas? Donc, j'en ai parlé avec mon épouse. Et quelle a été sa réaction? Elle était restée passive pendant quelques minutes. Et puis, elle m'a dit, t'as quoi à perdre? Tu as toujours voulu faire de la politique. Tu as toujours été dans des mouvements depuis tes bancs d'études. Aujourd'hui, tu as la possibilité d'aller plus loin. Et ben, si ça marche, c'est très bien. Si ça ne marche pas, je ne vois pas ce que tu perds. Mais on va prier. Et donc, on a prié, séance tenante là. Et le lendemain, j'ai rédigé ma lettre de motivation, Let's go. mon CV, et je l'ai envoyé. Et ce qui m'a vraiment fait plaisir et que je me remémore toujours, lorsque j'ai été investi par le parti, ma femme m'a dit, écoute, si tu as reçu l'investiture, c'est que Dieu t'a déjà fait élire. Yes. Je dis, OK, on y va. Et donc, voilà, ça bon. Alors, c'est une petite parenthèse. Ta question, c'était sur le complexe. Donc, il y avait aussi le complexe. C'est ça, surtout, j'ai précisé, parce que tu n'as pas forcément grandi en France, tu arrives à Voilà. 18, 19 ans. Comment est-ce que tu dis dans un pays que tu ne connais pas forcément, je suis pas triste, je n'ai pas de complexe, j'y vais, je vais réussir. Comment est-ce que là, si tu parlerais à la jeunesse, un jeune aussi qui vient de, pas forcément de l'Afrique, mais d'un autre pays qui a envie de s'investir pour la nation française, Ouais. qu'est-ce que tu lui dirais? Ben, le complexe, il faut le travailler. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout jeune qui vit en France, qui a envie de s'investir en politique, je l'invite à s'engager dans son environnement immédiat, localement. Moi, j'ai fait partie, en dehors du MJS, j'ai fait partie d'associations Loi 1901, qui sont des associations culturelles, des associations qui sont des associations d'entraide, de lien social, et tout c'est nourri de toutes ces activités associatives que j'ai compris comment fonctionne la France, que j'ai compris ce qu'est être français, que j'ai compris quels sont les besoins des gens au quotidien, quels sont les défis au quotidien du français lambda. Et aussi, le fait aussi de m'être engagé juste avant mon élection, 1 an avant mon élection, au Conseil citoyen de la ville de Noisy-le-Grand. Le Conseil citoyen, c'est un conseil qui a été créé sous Hollande par une loi, je crois, de 2000, je ne sais plus. Et donc, quand je suis arrivé en tant que candidat, je n'avais plus trop, je dirais, ce complexe. Je suis candidat dans un pays que je ne maîtrise pas, non. Okay. Je maîtrisais. On va dire que je maîtrisais. Maintenant, l'autre complexe que j'ai quand même pu avoir, c'est celui du plafond de verre. Exactement. Le plafond de verre, comme on le dit souvent, c'est que quand on est français et qu'on s'appelle Ahmed, Mamadou, Bineta, ou qu'on s'appelle Patrice, qui pourtant n'a aucune connotation africaine, puisque c'est un prénom français, mais quand on a la couleur de peau que j'ai, et quand on habite le 93, le 9-3, ben oui, le 9-3, c'est encore plus problématique. Et d'ailleurs, pendant que j'étais député, nous avons mené des enquêtes, des rapports d'information
qui ont démontré que lorsque vous êtes de la Seine-Saint-Denis, vous avez 3 fois moins de chances, à diplôme égal, âge égal, qu'un jeune de Paris. Ah oui, 3 fois moins de chance. 3 fois moins de chances Ah oui, d'accord. quand vous êtes du 9-3. Parce que tout de suite, on vous dit, ouais, c'est les wesh, quoi. Mhm. Et donc, forcément, c'est encore plus difficile. Donc, il y a un plafond de verre. Mais comment briser ce plafond de verre? Alors, moi, tout simplement, je me suis dit, voilà, je suis candidat parce que je suis français. 2, parce que j'ai reçu l'investiture de mon parti. Ils auraient pu dire, oh, lui, il ne fait pas l'affaire, on va choisir quelqu'un d'autre. Mais j'ai reçu l'investiture et j'ai la capacité, même en n'ayant jamais été un élu, j'ai la capacité, par mon expérience professionnelle, par mon expérience personnelle et par ma connaissance du terrain, d'apporter quelque chose dans cette Assemblée nationale qui prend qui adopte des lois qui impactent toute la nation. Et pendant que je faisais ma campagne, je me rappelle qu'il y a des jeunes qui me disaient « Oh non, mais M. Anato, oubliez ça, vous êtes noir, ça passera Ah oui, pas. c'est vrai. » Oui, En fait, ça démontre que même finalement, les jeunes ont ce plafond de verre déjà incarné au plus incarné. jeune âge, en fait. Voilà. Waouh. Et certains m'ont dit ça. Et moi, je leur ai dit, vous vous trompez. Il y a le plafond de verre. Mais le plafond de verre est là, mais vous êtes là. Pourquoi Parce que vous faites de l'autocensure. Vous vous censurez avant même de rencontrer le plafond. Yes. OK. Et donc, arrêtez de dire, ce n'est pas fait pour moi. Arrêtez de dire, de toute façon, on ne me le permettra pas. Mais osez d'abord. Mettez un coup de pied dans la porte. Exactement. Mais quand j'étais membre déjà de En Marche, j'ai voulu aller au siège du mouvement parce qu'on s'inscrivait en ligne. J'ai voulu aller au siège et rencontrer les gens du siège. Le jour où je me suis pointé là, on a refusé que je rentre parce que je n'avais pas de rendez-vous. Et pendant que je discutais avec la personne à l'interphone, il y a un gars qui passe, et donc un habitué, qui a parlé à l'interphone, ça s'est ouvert, et il allait rentrer. Je l'ai suivi. Exactement. Je l'ai suivi. Eh oui. Je l'ai suivi. J'ai fait comme si, moi aussi, je connaissais les lieux. Il est rentré dans l'ascenseur. J'ai dit bonjour au vigile devant l'ascenseur. Je suis rentré dans l'ascenseur avec lui. Il est monté au 4e. Arrivé au 4e, il sort, je sors. Mais finalement, ça montre aussi une certaine mentalité de s'approprier quelque chose, en fait, qui n'est pas à nous. Voilà. Finalement, l'acte que vous avez fait de manière physique, il est aussi même spirituel, finalement. Mais oui, parce que moi, je considère qu'on ne viendra jamais te dresser la table avec le plateau, le couvert et tout, et te servir à manger. Il faut que tu ailles te servir parce que tu y as droit. Wow. Voilà. Il faut que tu ailles te servir parce que tu y as droit. Mais si tu fais le super, je ne sais pas, réservé, ah ben, je vais attendre tranquillement, on viendra me donner ma part, eh ben... C'était un pic pour les introvertis, ça. Oui. Et donc, or, je ne suis pas quelqu'un de très exhibitionniste ou bien de super extraverti. Je suis quelqu'un de... Oui, j'étais très timide à une époque, dans ma jeunesse, mais quand je saisis des sujets qui me passionnent, j'oublie ma timidité. OK. Et je conseillerais à des gens timides de faire ce qui les passionne. Parce que la passion, finalement, ça raye la timidité. C'est ce que j'ai constaté, en tout cas avec moi. Et donc, quand je leur disais ça, ils disaient, oui, ben, essayez, vous allez voir, nous, on a des grands frères qui ont bossé, machin, et finalement, ils ont dû quitter la cité pour aller ailleurs pour pouvoir réussir et tout. Je dis, mais vous allez voir, moi, je vous dis, il faut juste leur démontrer que vous n'êtes pas plus bête qu'un autre. Vous en savez. Dans les quartiers, on parle de politique on parle de politique de la ville. La politique de la ville, en fait, c'est des mesures, des dispositifs qui sont mis en place spécifiquement pour les quartiers dits difficiles. Qui mieux que vous qui vivez dans les quartiers
pouvez mettre en place ces politiques parce que vous savez ce Vous dont vous connaissez, avez besoin. c'est clair. Donc, vous avez la compétence et la capacité de mettre en place des politiques publiques concernant vos quartiers pour pouvoir émerger, développer et tout ça. Mais justement, vous dites quelque chose d'intéressant. Vous dites qu'ils vous ont dit, mes grands frères ont essayé. Bon, vous avez essayé, vous avez réussi. Mais pour les personnes qui ont essayé, qui n'ont pas réussi, qu'est-ce que vous leur dites finalement? Alors, pour les personnes qui ont essayé et qui n'ont pas réussi, moi, j'ai une philosophie. Tant que j'ai encore l'énergie physique, tant que j'ai encore le souffle de vie, je recommence. Ok. Je recommence, je ne lâche pas le morceau. Je suis un pitbull. Les pitbulls, généralement, ce n'est pas eux qui aboient le plus, c'est plutôt les petits chiens qui aboient beaucoup. Les pitbulls, ça n'aboie pas beaucoup, mais quand ça mord, ça ne lâche pas. Et c'est ce mental-là, je ne suis pas né avec, mais j'ai eu des rejets. Pendant que j'étais encore au MJS, alors même que j'étais très bien engagé, impliqué, j'avais des barrières, j'avais des freins parce que, voilà, c'est qui, lui, ce petit Africain, machin et tout Est-ce que ça. vous pouvez un peu plus nous en parler de ces barrières, ce rejet que vous avez vécu? Ben, c'est très, je dirais, c'est diffus. C'est pas souvent flagrant. C'est quand vous rencontrez quelqu'un qui a peut-être fumé un truc qui vous le met en face comme ça. Ouais. Mais généralement, c'est ah Patrice, c'est trop tôt. C'est un peu Patrice finalement du racisme intériorisé et latent, et finalement. l'attend, voilà. Ok. C'est trop tôt, t'es trop pressé, Hmm. prends le temps, nous on est avec toi au bon moment. Et c'est jamais le bon moment pour moi. Et puis c'est toujours le bon moment pour les autres. Et à observer, on se rend compte que mais finalement, en fait, c'est jamais le bon moment pour moi. Et ça nous Et ça, ramène, c'était dû à votre couleur de peau. oui, ça nous ramène à notre couleur de peau. D'ailleurs, quand j'ai été investi en 2017 par le président Emmanuel Macron, puisqu'il venait d'être élu quand j'ai eu mon investiture, il y a un maire sénateur, paix à son âme, il n'est plus là aujourd'hui, qui a dit le candidat qui a été choisi pour notre circonscription n'est pas de la bonne couleur. Il a dit ça en conseil municipal. Waouh! Quelle violence! Ah oui. Et puis là, il y a un des élus, un maire adjoint, qui s'était emporté, qui m'a appelé, qui m'a dit Patrice, ce n'est pas possible, on ne peut pas laisser dire des choses comme ça. Et moi, je lui ai dit, c'est lui qui parlait, moi, je lui ai dit, bon, aujourd'hui, il n'est plus là, je peux le dire, Jacques, tu n'as pas le droit de parler comme ça. Et comme c'est un vieux politicard, il dit, non, c'est vous qui m'avez mal compris, très cher. Je parlais plutôt de la couleur politique de M. Anato. Je ne parlais pas de sa couleur de peau. Ah là là, mais quel vice! Et oui. Ah oui! Ah, non, ils sont Ah très, oui, ils il sont y a très vraiment il y rodés. a un vice dans le jargon Oui. diplomatique. Ah ouais, c'est... Ouais. Waouh! Alors que, clairement, C'était très clair. c'est mes origines qui le dérangeaient. Bien sûr. Et puisque après, ils ont eu à dire dans tous les candidats que nous avons présentés, parce que lui-même, il aurait présenté un de ses maires adjoints, ils n'ont pas pu trouver quelqu'un de plus compétent, de plus expérimenté. Patrice Anato, on ne le connaît pas, on ne sait pas où il a déjà fait de la politique et tout. Et puis Macron qui leur répond en quelques lignes, voilà, nous, on ne veut pas des spécialistes de la politique, on veut des citoyens qui vivent la vie réelle. Yes. Ok. Là, vous avez quand même le soutien du Oui, président quand j'ai même. eu le soutien du président pour mon investiture. Ah, ça c'est top. Et donc voilà, ces jeunes, quand j'ai été élu, certains ont eu le courage de venir me voir après pour me dire « C'est pas vrai, vous l'avez fait ». Je dis oui, mais c'est ça, il faut que nous allions chercher. Et vous qui ne sortez jamais voter, mais après vous dites, de toute façon, nous, on ne s'occupe pas de nous, on ne nous regarde pas, on ne nous écoute pas. Vous avez une arme dans la main, c'est le bulletin de vote. Et quand un élu ou un candidat sait que ces gens votent, il va vous respecter. Quand il sait que vous votez, parce que parfois, une mairie peut se perdre à 100 voix, à 300 voix. Ouais, c'est clair.
Et s'il le sait, il va vous respecter. Lorsque vous allez dire que ah non, nous, on voudrait bien un terrain de basket au milieu de la cité, il va se démerder pour vous le faire parce qu'il sait que vos voix comptent. Mais quand vous ne votez jamais, moi, je suis un candidat, je sais que vous ne votez jamais, je ne vais pas perdre mon temps à venir essayer de vous convaincre ou à vous faire les yeux doux. Même si je suis élu, c'est pour travailler pour tout le monde et même pour ceux qui n'ont pas voté pour moi. Mais vous avez une arme, utilisez-la. Et donc, à partir de ce moment, certains m'ont dit, tu nous as ouvert la voie, on sait maintenant que c'est possible. Et j'ai été content de voir que dans ma circonscription, et d'ailleurs dans toutes les villes, à Noisy-le-Grand aussi, beaucoup de jeunes, les municipales qui ont suivi, se sont mis sur des listes. Et pour revenir à votre mandat, c'est quel moment qui a été le plus fort? Un moment où vous vous rappelez, vous vous dites waouh, Le moment c'est qui a été le incroyable. plus fort, c'est quand je suis monté à la tribune, je crois, en face de moi, il y avait les membres du gouvernement, il y avait mes collègues dans l'hémicycle, les membres du gouvernement, il y avait le ministre chargé de la ville, Julien de Normandie, et nous parlions à ce moment-là des lignes de crédit qui vont dans les politiques publiques, Mhm, notamment pour les villes ou les départements qui ont du retard mhm, sur le reste de la France. Et comme on le sait, la Seine-Saint-Denis, c'est l'enfant orphelin, c'est l'enfant mal aimé de tous les départements. Et normalement, quand tu fais partie de la majorité au pouvoir, ton discours, tu le calibres de sorte à sortir, bien sûr, des vérités, mais à ne pas trop titiller mm. le ministre, parce que vous êtes du même camp. Ah, C'est ça la culture un peu de ce qui se passe à l'Assemblée. Mais moi, j'avais tellement la Seine-Saint-Denis dans les tripes, parce que je vois qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont du potentiel, qui ne sont pas mis en avant, qui n'y croient plus, qui ne croient plus en la France et tout. Et quand je suis monté à la tribune, j'ai fait un discours. Voyez-vous, dans l'un des départements plus jeunes de France, les indicateurs sont au rouge. Près de 3 habitants sur 10 vivent sous le seuil de pauvreté. Dans de nombreux domaines, certains séquano-dionysiens ont parfois l'impression que la République, c'est pour tout le monde, mais certainement pas pour eux. J'en parle, tu vois, et ça remonte les j'ai des émotions. frissons. Et j'ai fait un discours poignant qui est encore en ligne sur le site de l'Assemblée nationale, où j'ai interpellé le gouvernement de façon, je dirais, forte, véhémente, à vraiment s'impliquer sur ce département qui a tant à t'offrir à la France. Et ce discours, quand je l'ai fini, je suis descendu de la tribune. Il y a une collègue qui m'a dit « Waouh, Patrice, je ne te connaissais pas comme ça. » Waouh. Et ça, j'ai aimé. Parce que oui, quand on a envie de faire bouger les choses, il faut y mettre toute la hardiesse qu'il faut, et il faut y mettre toute sa volonté et ne pas mâcher ses mots. Mm. Vous nous dites également que c'est très frustrant parce que souvent, les citoyens oublient vite ce qu'on fait pour eux. Vous nous avez confié dans une conférence qu'il y a plus de 300 jeunes à qui vous avez trouvé du boulot, enfin plein d'ouvertures, etc. Et que du coup, on vous a complètement oublié, on a complètement oublié de ça, vous n'avez pas été élu. Quel sentiment vous avez en fait finalement quand vous vous rendez compte du jeu de la politique en fait? Alors, j'ai appris de cette expérience. Et ce que j'ai appris, je pense que ça aiderait beaucoup d'autres qui voudraient se lancer en politique. D'abord, il y a le temps politique qui est complètement en déphasage avec le temps de la réalisation concrète. Alors, effectivement, quand je suis devenu député, j'ai compris que mon travail essentiel, le principal de mon travail, c'était l'examen des textes de loi, propositions de loi, projets de loi, c'était l'adoption des lois, c'était le contrôle des actions du gouvernement
et c'était l'évaluation des politiques publiques. Ça, c'est le classique. Mais je me suis dit, il y a quand même quelque chose que le député peut faire de façon concrète dans la circonscription ou dans le département où il a été élu. Et donc, la Seine-Saint-Denis était un laboratoire gigantesque où plein de jeunes, c'est d'ailleurs le département le plus jeune de France métropolitaine. D'accord, ok. Plus d'1 million de jeunes de moins de 25 ans dans ce seul département. Et donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux mettre en place de façon concrète pour impacter ce département? Alors, en 2018, Emmanuel Macron, lors d'une visite en Seine-Saint-Denis, avait lancé cette phrase qu'il voit en Seine-Saint-Denis une terre d'avenir, une Silicon Valley à la française. Bim, j'ai pris ça, ça a maturé dans ma tête. Et en 2019, j'ai commencé à mettre en place un projet que j'ai appelé le Grand Numérique, LGN. Le Grand Numérique, pourquoi? Parce que si on veut faire de la Seine-Saint-Denis une Silicon Valley à la française, il faut développer les activités de nouvelles technologies numériques, permettre à des jeunes de créer, d'innover, de mettre en place toutes les structures qu'il faut pour permettre à la Seine-Saint-Denis de devenir vraiment cette Silicon Valley à la française. Et donc, j'ai commencé en 2019 à motiver d'abord des associations, ensuite des maires du département, ensuite à chercher des partenaires financiers, des partenaires entreprises pour pouvoir non seulement mettre en place ce dispositif qui est en fait un dispositif de formation et d'insertion professionnelle à la sortie. C'est pas vous faites une formation et après vous pointez au Pôle emploi. Vous faites une formation et à la sortie, il y a Orange qui attend déjà 20 recrues, il y a Bouygues qui attend déjà tel nombre et donc tout était bien ficelé. OK, on y va. Ça a mis, de 2019, c'est en janvier 2022 que j'ai pu le lancer. Donc le temps politique, très long. Donc j'y ai mis beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. Une fois que le dispositif est lancé, il y a bien sûr des financements qui doivent être des financements privés et d'autres publics. On commence le dispositif et juin 2022, élection législative, j'y vais, je ne gagne pas, le dispositif s'arrête. Mais en si peu de temps, nous avons quand même réussi, grâce à tous les partenaires de ce dispositif, à donner des formations en numérique à 300 personnes et en grande majorité des jeunes. Certains qui sont des start-upers, on leur a ouvert des carnets d'adresses qui leur ont permis de passer de 12 000 euros de chiffre d'affaires à 200 000 euros de chiffre d'affaires en 4 mois. Waouh, c'est dingue. Et donc, fier d'avoir créé ce dispositif, d'avoir permis, parce que je voyais même des parents, des fois sur le marché, qui me disaient « Ah, mais merci, monsieur le député. Vous savez, ma fille, elle a participé à la formation qui a eu lieu à tel endroit par votre structure, là, votre association, ainsi de suite. Je vous en remercie. Elle a beaucoup aimé. » Et donc, pour moi, je disais « Ah, ce dispositif, il a déjà fait ma campagne. » C'est clair. Eh bien, non. Eh bien, quand vous voulez vous engager en politique, il faut comprendre une chose. Votre élection ou votre réélection va dépendre du contexte. On était en 2022 où il y avait une forte montée d'un parti de gauche que nous appelons d'extrême gauche, la France insoumise. Extrême gauche. Voilà. Qui avait le vent en poupe et qui faisait des promesses mirobolantes tout en décrédibilisant tout le travail que nous avons fait durant ces 5 dernières années. Par exemple, la France insoumise promettait 1 600 € à tous les jeunes qui sont sans travail
à partir, je crois, de 18 ans. Bon, je ne savais pas qu'on avait autant d'argent distribué. Et donc, ça a marché. Ça a marché malgré... bon, il faut dire que nous avons eu un premier mandat un peu compliqué. Il y a eu les gilets jaunes, tout ça. Donc, tout ça, ça nous a un peu rattrapés. Et très vite, les gens de ma circonscription ont oublié que depuis qu'il y a eu des députés dans cette circonscription, c'est la première fois qu'il y avait un député qui créait quelque chose de concret C'est et vrai. qui a permis à des jeunes d'avoir des formations, à certains d'avoir des emplois et à d'autres de développer leurs activités. Et j'avais une question. Comment est-ce qu'on gère justement la pression interne quand on est député? Est-ce que vous avez une religion, Les par exemple? députés ne parlent pas de religion, Mhm. puisque la France... Non, non, je parlais de conflits d'intérêts internes. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Bah, c'est un milieu de pouvoir. D'accord. C'est un milieu de pouvoir et tout le monde veut avoir le pouvoir. Mhm. Et donc, c'est un milieu, ça ne pardonne pas. C'est pas du genre, moi, je t'ai rien fait, pourquoi tu me tapes dessus? Eh bien, justement, tu m'as rien fait, je te tape dessus parce que j'ai pas envie que demain, Tu tu prennes ma place. pousses des ailes. Voilà. Mhm. Donc, on te tue dans l'œuf. Ah oui, carrément. Oui. Mais est-ce que vous avez dû renoncer à certaines convictions, je sais pas, de votre religion? De ma foi, je n'ai jamais je n'ai jamais renoncé à une valeur qui m'est chère. Mhm. Je n'ai jamais renoncé à une valeur qui m'est chère. J'ai toujours réussi, sans parler de ma foi, Mhm. à mettre ma patte selon mes convictions. Quand on est chrétien, il ne faut pas arriver à l'assemblée en récitant des versets. Jean 3, verset 16. Ah non, 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 c'est pas ça. Il faut tout simplement d'abord beaucoup écouter, Mhm. beaucoup observer et en fonction de tes valeurs sur un projet donné, sur une proposition de loi ou sur une action à mener, mettre le baromètre sur tes valeurs. Mhm. Et quand ça ne correspond pas à tes valeurs, tu ne le fais pas. Un député est libre de prendre part à telle ou telle loi et il est libre de ne pas y prendre part. Nous ne sommes pas comment dire, on n'a pas été embauchés par le président de l'Assemblée nationale pour faire sa volonté. Nous faisons la volonté dans l'intérêt général, la volonté du peuple dans l'intérêt général. Et donc, il ne faut surtout pas que tes convictions, et c'est là, c'est difficile, soient contre l'intérêt général. Mhm. Et c'est là, c'est très difficile. Comment est-ce que ma conviction... et finalement, c'est quoi l'intérêt général? C'est Exactement. ça. Et donc, alors, il va y avoir l'explication du dictionnaire Larousse, mais l'intérêt général, pour moi, c'est d'abord ce qui va permettre à la majorité des Français d'aller de l'avant. C'est ça, pour moi, l'intérêt général. À la majorité des Français d'aller de l'avant. Et donc, lorsqu'il y a un texte de loi qui va porter sur un sujet donné, je regarde si ça va dans l'intérêt de la majorité, c'est-à-dire si ça permet à la majorité des Français d'aller de l'avant. Si oui, est-ce que ça va à l'encontre de mes valeurs ou est-ce que mes valeurs vont à l'encontre? Non, ça va. Mais alors, Mais quand ça, oui. alors, quand il y a un projet de loi qui est à l'encontre de vos convictions personnelles et que tout le parti est pour, comment ça se passe? Mais c'est déjà arrivé. Et c'est justement là où je veux en venir. Alors, à un moment donné est arrivée sur la table la loi bioéthique. Et la loi bioéthique, ça rassemblait beaucoup de choses. À l'époque, on parlait même de la fin de vie. Après, ça a été séparé. On a dit non, la fin de vie, on ne va pas la mettre dans la loi bioéthique. Et puis, il y avait aussi la PMA, la procréation médicalement assistée, l'ouverture de la PMA aux femmes seules, l'ouverture de la PMA aux femmes seules et aux femmes vivant en couple. Pas mal de... Et donc... moi, à partir de là, ça commençait à me crisper un peu.
dans le sens où on ouvrait la PMA aux femmes seules qui simplement choisissaient de faire des enfants sans papa. D'accord. Et puis, qui pouvaient aussi choisir d'être en couple de même sexe Mhm. et de faire de la PMA. Mais ce qui m'a le plus heurté, qui a heurté ma sensibilité, c'est les femmes seules qui choisissaient de faire des enfants sans papa. Pourquoi est-ce que ça m'a heurté? Il y a une réalité en France, et c'est des chiffres de l'INSEE. Les 2/3 des femmes qui vivent sous le seuil de pauvreté, ce sont les femmes monoparentales. C'est les familles monoparentales. C'est les femmes seules avec enfants. Ça veut dire qu'elles sont seules face aux besoins des enfants. Et généralement, c'est difficile, c'est compliqué. Et donc, les enquêtes ont démontré cela. Et donc, moi, j'ai fait cette analyse simple, ou cette logique simple. Si nous permettons aujourd'hui par cette loi à plus de femmes de faire seules des enfants, ce n'est pas des circonstances de la vie qui font qu'elles sont devenues femmes seules. Mhm. C'est elles qui choisissent dès le départ d'être femmes seules, et que nous savons très bien que c'est les 2/3 des femmes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Nous sommes en train d'aggraver le nombre des femmes seules avec enfants, et donc d'aggraver incidemment les difficultés de vie de ces femmes-là. Et rien que pour cela, moi, je suis contre le fait qu'on ouvre cela. Mais si c'est un suivi médical, une femme qui cherche à avoir des enfants et qui n'y arrive pas parce que dans le couple, machin, ça vient de tel ou ça vient des deux et tout machin, oui. Mais D'accord. voilà. Et donc ça allait contre... Et donc j'ai pu mobiliser quand même une soixantaine de collègues qui pensaient la même chose que moi. Et bizarrement, c'est beaucoup de collègues qui ont gardé des valeurs morales chrétiennes. D'accord. Pas forcément des chrétiens engagés. Ok, Il y en a qui sont nés d'une famille chrétienne. Donc, Et finalement... c'est plus un arrière-plan chrétien, Ok. mais qui ont ces valeurs-là. Et Très conservatrice aussi, quelque part. Voilà, très conservatrices. Mais ce qui s'est passé, c'est que la veille du vote, beaucoup ont reçu des coups de fil. C'est-à-dire? Alors, dans le milieu, quand on dit « il a reçu un coup de fil », c'est souvent un coup de fil du sommet. Et le sommet, ça peut être le président de la République. Ah, carrément. Ça peut être un conseiller de la présidence. Ça peut être le ministre qui porte le projet. Ça peut être un des conseillers du ministre. Et ça peut même être parfois le ministre en lien avec les parlementaires, avec le groupe parlementaire, qui vous invite pour un cocktail et qui, au cours de ce cocktail, vous fait comprendre que voilà, ce projet, ça tient vraiment beaucoup à cœur au président. Il compte sur vous pour ne pas le lâcher sur Une manière de vous soudoyer, finalement. Non, de vous convaincre. Avec beaucoup de pression. Il faut se le dire, avec beaucoup de pression, le sommet vous appelle, avec des dîners, etc. Ouais. C'est des pressions légères. En fait, on vous fait comprendre que si vous faites ça, ça veut dire que vous n'êtes pas vraiment avec le président. Voilà. Et là, ça fait réfléchir. Et donc, beaucoup se débinent en se disant... ouais. Et parfois, il y a même des votes contre certains projets de loi qui peuvent entraîner votre exclusion. Ah oui? Oui. Ça peut arriver. Si par exemple, moi qui étais à l'époque de la majorité, je vote contre le budget, je suis automatiquement exclu. Mais c'est normal d'avoir un recours à l'exclusion quand on n'est pas d'accord avec son parti?
Non, on peut ne pas être d'accord avec son parti, mais quand on vote contre le budget, c'est, on va dire, c'est le plus gros projet que peut porter. Et donc, Si on n'est pas d'accord avec ça, au revoir. au revoir. C'est Et donc, il y a voilà, cette épée de Damoclès qui... Et donc, de 60, le jour du vote, on n'a été que 10. J'ai perdu. J'ai perdu mon combat. Ah oui, d'accord. J'ai perdu mon combat parce que, voilà, beaucoup ont reçu. Ah oui, quand même. Moi, on m'a pas appelé parce que j'étais l'instigateur. Ah. Donc, on savait qu'on pouvait pas me faire changer d'avis. D'accord. Mais finalement, comment ça s'est passé après avec vos collègues? Est-ce que il y a pas Non, eu- mais il y a ils pas m'ont eu de- dit, non, Patrice, finalement, on y a réfléchi. En fait, dans ce projet de loi, c'est vrai qu'il y a cette partie qui ne nous plaisait pas trop, mais quand on regarde le reste, c'est quand même correct. D'accord. Donc, c'est en fonction de ça qu'on a voté. D'accord. Donc, bon, on est libre. J'ai pas eu à être exclu Mhm. parce qu'à un moment donné, le président lui-même l'a dit, ce sujet est un sujet sociétal qui emporte aussi la conviction personnelle. Et donc, on va pas exclure les gens sur des sujets de cet ordre-là. Mhm. Parce que c'est pas ça qui va arrêter la France de fonctionner. D'accord. Sinon, Ok. je pense que autrement, on aurait été 10 personnes à être exclues. Mais du coup, ça interroge finalement sur comment garder ses convictions si du coup on a peur d'être exclu. Finalement, vous, en tant que homme chrétien ou homme qui a des convictions personnelles, Mhm. comment ça se passe en fait, être tiraillé entre ce que veut le gouvernement et vous-même finalement? Ça interroge. Moi qui, par exemple, imaginons, je veux m'engager dans la politique, comment on fait? Ben, il faut s'engager en se donnant des principes, en se donnant une vision. Moi, Patrice Anato, ce pourquoi je suis engagé en politique et ce pourquoi je continuerai la politique, que ce soit ici en France ou en Afrique, c'est l'égalité des chances. D'accord. C'est l'égalité des chances. Quel que soit son point de départ, il faut qu'à un moment donné, tout le monde ait les mêmes chances de réussir si la personne a la volonté. Et je ne suis pas d'accord que parce que toi, tu viens de tel quartier, parce que tu as fait telle école, parce que tu as fait tel autre institut et l'autre ne l'a pas fait, et donc forcément, il est déjà relégué alors que c'est pas ton école qui te rend beaucoup plus intelligent que celui qui n'a pas fait cette même école. L'égalité des chances, quel que soit son ça se origine, discute. ça se discute. Mais ce que je veux dire par là, pourquoi en France, il n'y a que les énarques, quoique j'aurais bien aimé faire l'ENA. Pourquoi il n'y a que les énarques qui peuvent occuper certains postes? Parce que ce que les énarques apprennent à l'ENA, il y a d'autres en faculté aussi qui l'apprennent. Mais on a voulu construire une école élitiste. Je suis pour l'élite. Chaque pays doit avoir des élites. Sinon, il n'y a plus rien. Les élites drainent les autres. Mais je pense que l'origine, le point de départ, ne doit pas être un facteur discriminant pour l'égalité des chances. Alors, l'égalité des chances reste un idéal. Mais du coup, vous êtes pour une élite, mais aussi pour une égalité des chances. Oui. Pour moi, l'élite, c'est un peu notre étendard à l'extérieur. Un peu comme les Américains, ils aiment bien brandir leurs milliardaires. Et c'est ça qui fait la force des États-Unis. Macron a appelé les entreprises américaines à Versailles pour qu'ils viennent investir en France. On a vu les Elon Musk, on a vu, comment il s'appelle, Facebook, le gars de Facebook et tout. Eh bien, quand ces gens sont là, c'est la force des États-Unis qui est là. C'est une élite. Et quand demain, la France est appelée quelque part, oui, il faut qu'il y ait des têtes qui soient présentées et qui font... qui brandissent l'étendard de la France comme la force de frappe
de la France. C'est ce que j'appelle Ok, cette élite nécessaire pour chaque pays. d'accord. C'est Et- pas ceux qui vont piétiner les autres, non. D'accord, ok, je comprends. Je voulais un peu revenir aussi sur votre parcours en termes de trahison. Car on me dit souvent qu'en politique, on doit faire confiance à personne, c'est très compliqué. Est-ce que vous avez eu certains parcours avec Bon, les trahisons en général, ça vient des proches. Donc je vais vous dire des proches de vos collègues dans les partis, des assistants parlementaires, quelque chose que vous pourriez nous raconter. Et comment est-ce que vous êtes relevé face à ça? D'abord, je voudrais dire, est-ce que c'est possible de vivre avec des gens sans faire confiance à qui que ce soit? J'ai jamais réussi à le faire. D'accord. J'ai jamais réussi à ne pas faire confiance à personne, Malgré les trahisons. malgré les trahisons, parce que on peut pas réussir seul. On peut pas réussir seul. Il faut forcément une personne ou deux à qui vous pouvez faire confiance. Et si vous les avez pas, cherchez-les, trouvez-les. Parce que tout seul, ils vont vous bouffer très rapidement. C'est clair. Ils vont vous fumer, comme on dit. Donc, il en faut forcément. Mais malgré ça, même quand vous avez des personnes de confiance, il y a d'autres personnes qui vont vous trahir. Et c'est ce qu'on veut savoir. Voilà. Monsieur Anato. Et donc, j'ai déjà été trahi. J'ai déjà été trahi par mes propres collègues députés. D'accord. Je fais la petite histoire très vite. À un moment donné, on s'est dit, mais tiens, nous sommes combien de Français d'origine africaine? On s'est compté, on était une petite dizaine. Et on s'est dit, bah, vous savez quoi, aux États-Unis, au Congrès, là-bas, il y a ce qu'ils appellent le caucus noir. C'est un bloc de sénateurs et de congressmen, de députés noirs américains qui représentent vraiment une force de frappe et une puissance parce qu'ils peuvent faire lever des fonds par des communautés afro-américaines. Ils peuvent faire bouger même des élections et tout ça. Et nous, dans notre groupe de la majorité, on avait remarqué un truc. Les postes de responsabilité, c'était toujours pour les autres. Et le caucus avait du mal à avoir sa place. Mhm. Bon, le caucus, c'était pas encore le caucus. Nous, Ah bah oui, nous, pas nous encore. avions du mal. Et donc, on s'est regroupés pour dire, allez, on va faire un caucus. J'ai eu l'idée, j'en ai parlé à un autre collègue qui m'a dit, bah oui, j'y ai pensé, mais tu sais, ils vont nous traiter de communautaires. Je dis, mais arrête ça. C'est pas une communauté de Noirs on est en train de constituer un groupe d'influence. C'est un groupe d'influence. Demain, si le parti veut faire quelque chose, il y a des électeurs blacks. En France, nous sommes les mieux positionnés pour pouvoir les amener. Et ça, on peut le monnayer pour aussi être influent au sein du groupe. Et donc, pour les prochaines élections du bureau de l'Assemblée, on va positionner tel. Et on va tous faire du lobby derrière lui pour que lui, il ait cette place-là. Mhm. On s'est mis d'accord, on a pris un verre, on était fiers, on dit, ah ouais, le caucus vient de naître. Eh ben non. Il y en a un parmi nous, je ne vais pas citer son origine, sinon on va le reconnaître. Il ne va pas être content. Il nous a trahis. Il m'a trahi. Même pas un petit indice sur la personne. Ben, ce qui est sûr, c'est un Africain. Ah, Oui, puisque c'est le caucus noir. ah oui, C'est- oui, oui. forcément. C'est un Africain. C'est un ancien député africain. Il est parti voir un autre groupe pour leur dire ce que nous sommes en train de faire et que lui, il veut avoir une place, donc il veut leur appui. Et s'il a leur appui, ben lui, il pourra ensuite maîtriser le caucus et Ah oui. tirer le caucus vers eux. Waouh. Ah, il y en a, hein? Waouh, d'accord. Ça se passe souvent comme ça. Oh là là! Waouh, c'est-à-dire qu'il y a une gymnastique intellectuelle au-dessus de la... Waouh. Ouais, ouais. Oh, c'est Ouais, mais c'est très fourbe, hein. C'est très fourbe. Et c'est souvent comme ça. Hein. Faut pas y aller la fleur au fusil. Hein. Non, 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 non. Et qu'est-ce qui s'est passé? La veille de la clôture des candidatures,
La personne qu'on a positionnée, il dépose sa candidature normalement, et lui aussi, il dépose sa candidature. Je dis, mais qu'est-ce que tu me fais? C'est parce qu'on s'est dit, ah oui, mais non, mais au dernier moment, je réfléchis, et puis comme vous savez, moi, on parle un peu comme ça. Oh! Wow. Et il nous l'a fait. Mais comment on rebondit l'envers. après ça? Ouais, le caucus n'a éclaté. Il n'y a plus de caucus, mais il y a eu du cassus. C'était l'enterrement du caucus, le Ok. caucus, Ok. le ok. cassus. Ah. Et donc, lui, il a été élu parce qu'il a eu le soutien de cet autre groupe qui était beaucoup plus fort en nombre. Et il a eu le poste. Ok. Comment est-ce qu'on peut faire encore un caucus? Ah oui, c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Ouais. Là. C'est... Et ça fait mal quand tu te dis, mais c'est quelqu'un en qui j'ai fait confiance. Ouais. On a parlé, les yeux dans les yeux. Yes, brother, on y va. Yes, brother. Yes, brother. Eh bien, en fait... Pas du tout brother pour le du coup. tout brother. Et donc, ça arrive. Et puis, la trahison qui peut faire aussi mal, c'est l'entourage, ton équipe proche. Donnez-nous un exemple. Et ça, j'en ai tellement eu à un moment donné. Ma femme m'a dit, quitte la politique. Waouh. Quitte la politique parce que j'en peux plus. Des gens à qui on fait confiance, des gens à qui on ouvre des portes, on met des conditions. Ce sont eux qui te trahissent. Dites-nous tout. Et donc, eh ben moi, j'ai eu, dès mon élection, une dame, la soixantaine, qui a juré qu'elle ne me laissera jamais tranquille. Et pourtant, cette dame, c'est moi-même qui l'avais choisie comme ma co-titulaire. Parce que quand tu es candidat, tu es titulaire, tu prends une suppléante ou un suppléant. C'est moi qui l'ai choisi en lui proposant. Toi, vu ce que tu représentes, ta manière, machin, et on se connaît un peu, je te vois comme ma suppléante. Est-ce que tu pourrais me faire l'honneur d'être ma suppléante parce que voilà, j'ai eu l'investiture. Ah, Patrice, vraiment, je ne saurais comment te dire la considération que tu me donnes en me proposant cela. Oui, je suis prête à être ta suppléante. Et quand tu seras élu, on travaillera main dans la main. Nanana. Alléluia, amen. Dès que j'ai été élu. La semaine même où je devais faire mon entrée à l'ambassade. À l'Assemblée. À l'Assemblée, c'est peut-être prémonitoire. Ça. Ah. Mon entrée à l'Assemblée, elle avait réuni des gens chez elle pour dire Patrice est une erreur de casting. Pardon? Oui. Alors que je me préparais à la mettre en responsable à la permanence locale que j'avais. Et pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Bon, après, j'ai appris plein de choses, qu'ils n'étaient pas contents que ce soit moi qui ai eu l'investiture. Ils auraient voulu que ce soit une femme, une autre dame, qui aussi, apparemment, avait des tentacules au sein du parti et qui avait reçu la garantie de quelqu'un que ce serait elle qui aurait l'investiture. Et c'est moi que Macron a choisi. Et donc, pour eux, j'ai dû manigancer quelque chose, alors que je connaissais personne. Mais je veux dire, ça l'arrangeait pas à elle-même qu'elle dise ça, finalement, vu qu'elle est votre suppléante. Donc, pourquoi dire ça? Oui, non, mais ça ne l'arrange pas parce que, naïvement aussi, ils ont pensé qu'en me pourrissant, ils vont me remplacer. Mince. Ouais, mais, comme diraient les Ivoiriens, ils ont tapé poteau. Ils ont tapé poteau. Ça, c'est vrai. Et donc, elle a commencé à faire des réunions pour me salir et tout. Et des gens de cette réunion venaient me rapporter même des films parfois. Ils faisaient des vidéos de ces propos et qui me ramenaient. Oui. Et face à ça, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai rien dit, j'ai gardé le silence. Mais vous savez, quand vous gardez le silence en face d'un adversaire, c'est encore pire que si vous le giflez. Et j'ai gardé mon silence. J'ai continué à travailler. À un moment donné, et ça m'est encore arrivé aux oreilles, mais avec tout ce qu'on fait, il ne réagit pas.
En fait, ils veulent me faire sortir de mes gonds pour me dire, voilà, c'est quelqu'un qui ne se maîtrise pas. Ça, c'était une trahison. Et donc, avec ma suppléante, je n'ai jamais pu travailler. Dès mon élection, je l'ai mis à l'écart. D'accord. Ensuite, ça a été une trahison, je dirais, d'un proche. Je peux l'appeler un proche. C'est ce gars qui m'a suivi depuis le début. Et il venait à la maison, on mangeait ensemble. Ah oui, d'accord, vous étiez très proches. Voilà. Et je ne sais pas à quel moment il a basculé. Et son objectif, c'était être à la place de Patrice Anato pour les prochaines élections. Moi, je ne savais pas qu'il avait déjà ce plan. Et donc, il avait commencé à former un groupe dans le groupe. Un sous-groupe. Un sous-groupe. Et à les monter en disant Patrice, il n'a pas répondu aux attentes de la population, les gens ne sont pas contents de lui, si on continue à le suivre, on va sombrer avec lui. Il y a eu des signalements qui sont arrivés au siège. Et en fait, ce monsieur, qui était lui-même ostracisé par un groupe de 4, dont ma suppléante. Ah, c'était une coalition en fait. Voilà. A rejoint en fait ces gens à un moment donné et ils ont tout fait pour que je ne sois pas réélu en 2022. Oh. Wow, je suis désolé. Et puis, il y a eu une de mes assistantes parlementaires aussi, qui, elle a pris une virée complètement communautariste, islamique, machin et tout, et qui a fait une forte mobilisation, je lui tire chapeau, des jeunes musulmans, en leur faisant comprendre que, comme l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait fait fermer une vingtaine de mosquées en Seine-Saint-Denis, des mosquées qui prêchaient un discours anti-républicain. Et donc, Patrice et Darmanin sont du même camp. Et si on continue avec Patrice, on n'aura plus de mosquées en Seine-Saint-Denis. Et c'est fait exprès pour s'attaquer à l'islam. Wow. Donc, c'est un discours qui a passé. Et je pense que des 3 à 5 000 votes musulmans, en tout cas musulmans, on ne parle pas de vote musulman en France, de vote de citoyens de confession musulmane à Noisy-le-Grand et dans les autres villes. Il y a peut-être 2000 qui m'ont manqué et j'ai perdu mon élection de 2000 voix. Mince. Mais ce n'est pas grave, ça m'a renforcé parce que aujourd'hui, j'ai de l'expérience, je sais de quoi je parle, je continue à faire de la politique. Et d'ailleurs, je me prépare pour les prochaines municipales en 2026. D'accord. Je vais conduire une liste pour les élections à Noisy-le-Grand. Et je compte emporter ces élections pour être élu maire de Noisy-le-Grand. Bon, on vous le souhaite. Merci. Très bien. Bah, écoutez, on arrive sur la fin de ce podcast. Merci beaucoup de vous être ouvert. Mais j'avais quand même cette question. Est-ce que pour vous, le leadership, on est avec? Est-ce que c'est quelque chose qu'on va chercher? Est-ce que c'est quelque chose qui est limite comme un don donné? Comment est-ce que ça se passe un petit peu? Moi, personnellement, je pense que tout le monde est né leader. D'accord. Tout le monde est né leader, mais à différents niveaux. On peut être un leader pour ses frères et sœurs. On peut être un leader pour son équipe au boulot. On peut être un leader pour sa famille. Et on peut être un leader pour un plus grand groupe. Et on peut être un leader politique. On est tous avec un bout de leadership. Maintenant, il y a des signes qui font que certains se dévoilent plus vite et d'autres qui le deviennent ou alors, pas le deviennent puisque je dis tout le monde, qui le développent après.
Donc, le leadership se développe. Mais moi, je dirais, pour parler de moi, que j'étais leader sans le savoir. Je parlais un peu au début de notre entretien qu'à 15 ans, j'étais déjà membre d'une association et je drainais du monde, je drainais de la foule. Et mes parents, mon père, il n'aimait pas ça. Il me dit, tu ramènes tout le temps des gens à la maison, tu sors ce matin, tu connaissais pas la personne il y a 2 heures et tu le ramènes déjà, il te suit. Et j'organisais des jeux, des tournois, je faisais plein de trucs et j'arrivais à rassembler du monde. Et pourtant, je ne suis pas quelqu'un d'un tempérament, voilà, comment dire, je suis pas très extériorisé pourtant. Mais voilà, je crois que j'ai la parole qui motive. Voilà. Et donc, on est leader, on est NAI, accent circonflexe T, on est leader, mais il faut le développer. Et on ne peut le développer qu'en essayant. J'ai ma graine de leader. Si je n'essaie pas de faire ça, je ne vais pas le développer, je ne vais pas le faire éclore. Et donc, le leader, c'est quelqu'un qui d'abord, pour moi, ce n'est pas celui qui dirige un leader. Ça vient après. Mais pour moi, un leader, c'est celui qui donne envie. Waouh. On va s'arrêter sur cette belle note. Est-ce que vous avez un mot pour la jeunesse? Juste regardez cette caméra-là, en vraiment quelques secondes. Alors, pour la jeunesse, en général, et surtout pour la jeunesse chrétienne, je dirais que nous avons notre part de responsabilité, nous avons notre part à faire dans la construction de la société et de l'avenir que nous voulons pour nous et pour les jeunes qui vont nous suivre. Et si nous nous fermons la porte de la sphère politique, nous n'allons pas pouvoir impacter durablement. Parce que quoi qu'on veuille, l'économie, la culture, la science et tout ce que vous pouvez citer, c'est d'abord les cadres qui sont posés par les politiques qui font qu'ensuite tous les pans de la société fonctionnent. Et donc la politique, pour moi, ça reste le moteur qui fait la transmission de courroie vers les autres sphères. D'accord. Et donc, jeunes, engagez-vous. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous d'avoir regardé ce podcast au cœur des convictions. N'hésitez pas à commenter si vous voulez d'autres personnes, d'autres formats, à vous abonner et à laisser un petit like. Merci à tous de nous avoir suivis et merci à Monsieur Anato d'avoir répondu avec le cœur. Merci beaucoup. Ça a été un échange très, très plaisant et j'espère vraiment que ça va apporter quelque chose à tous ceux qui écouteront les échanges que nous avons eus. J'espère aussi. Donc merci à tous d'avoir suivi au cœur des convictions.